Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Cette semaine, il y a eu des rapports qui ont été publiés, notamment par les valeurs du luxe et d'autres valeurs françaises et américaines. Mais cette semaine, voilà, aujourd'hui, enfin, on va se concentrer sur les valeurs du luxe. J'en ai pris 4. J'ai pris Kering, LVMH, Moncler et Hermès. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu à ces valeurs, vous aurez compris que je les ai classés par ordre de qualité et de publication des rapports surtout. Donc on va commencer par Kering. Kering, c'est vraiment la débandade, hein. Franchement, Kering, c'est catastrophique, hein, le résultat. Elle se fait littéralement charcuter en bourse. On va regarder son cours de bourse. Elle est passée à 282 euros, les amis. 282 euros. Pour rappel, le maximum qu'elle a atteint, c'était autour des 788, ce qui fait une baisse de 64%, donc c'est vraiment énorme. Et puis même, en fait, quand on voit depuis un an, elle est à moins 45%, on était, ouais, c'est ça, il n'y a pas si longtemps, hein, au-dessus des 400 euros. On était, il n'y a pas si longtemps que ça, au-dessus des 400 euros et même des 500. Et là, on est descendu à 282 euros. Donc, est-ce que ça peut encore continuer à descendre? Eh ben, c'est les prochains trimestres qui vont dicter la direction du cours de bourse de Kering. En attendant, donc pour le résultat, euh, en, euh, en publié, pardon, on est à moins 20% pour la maison Gucci. Yves Saint Laurent, pardon, se porte un peu mieux avec un moins 9. Bottega Veneta, donc, qui a été acquise récemment, il me semble, a fait du plus 0%. Et ensuite, voilà, la branche qui sauve un peu le groupe, c'est la division lunettes. Qui fait un plus 23%, et on voit que du coup voilà, elle commence à avoir une pondération plus ou moins importante dans le total du chiffre d'affaires du groupe. Donc au final, on a quand même moins 11% des ventes, ça fait quand même très très mal, surtout que c'est pas du tout le premier rapport qui est en négatif, hein. Ça fait quand même plusieurs trimestres que l'entreprise rame, notamment à cause de Gucci qui représente quasiment 40%, même plus, hein, 42-43% du chiffre d'affaires du groupe et qui prend moins 20. Au niveau des marges, c'est encore pire puisque on a une compression des marges et donc du résultat opérationnel. Gucci perd plus de 44% sur ce semestre. C'est vraiment catastrophique, hein. Yves Saint Laurent, c'est pareil, on est à moins 34. Bottega Veneta, on est à moins 28. Et enfin, encore une fois, voilà, ce qui sauve la division, enfin, ce qui sauve le groupe, c'est la division lunettes, qui elle prend plus 61%. Donc, on a eu des augmentations de prix et surtout une augmentation des marges voilà, à un développement de la marque. Surtout que voilà, c'est une marque assez récente. Donc, forcément, voilà, ils développent leurs marges sur les premiers exercices. Au final, on a moins 42% du résultat opérationnel sur ce semestre. Voilà, donc encore une fois, elle prend vraiment très très cher. Au niveau de la répartition géographique, pardon, excusez-moi, je vous ai dit que Bottega Veneta avait été acquis récemment. Non, non, c'est depuis 2001. Voilà. Pour en revenir aux régions géographiques, concernant les zones géographiques, donc ils nous disent qu'il y a eu une grosse décélération dans la partie Asie-Pacifique, notamment la Chine, hein, on le sait, hein, c'est pas nouveau. La Chine avec les taux d'intérêt, la consommation intérieure et extérieure est très très perturbée. Donc la Chine, voilà, ça ralentit clairement. Et il y a une amélioration au Japon. Et là aussi, c'est ce qu'on suit globalement sur les autres marchés, notamment LVMH, qui eux aussi, par exemple, avec le Japon, pardon, connaissent une forte croissance. Donc ça permet de relever un peu le chiffre d'affaires et les baisses de vente en Asie-Pacifique, notamment la Chine. Concernant la partie Amérique et Europe, c'est plus ou moins en ligne avec le premier trimestre. Concernant, alors voilà, je vais vous mettre le rapport aussi. Il y a plusieurs points dont je voulais parler. C'était que dans le rapport, ils disent qu'il y a énormément d'incertitudes, qu'il n'y aura pas de croissance des revenus prévus pour le second semestre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de croissance des ventes, mais les marges du deuxième semestre devraient être similaires à celles du premier semestre. Et donc, si on fait un rapide calcul, donc voilà, j'ai fait un petit tour sur TradingView pour calculer à peu près les marges. Sur ce semestre-là, le premier semestre 2024, on était à 17,5% de marge opérationnelle courante, alors qu'au deuxième semestre 2023, on était à 21,5%. Donc en fait, tout simplement, si on garde les mêmes marges euh, au deuxième semestre et qu'en plus de ça on n'a pas de croissance, on va se faire vraiment arracher au niveau du bénéfice opérationnel. Donc la guidance n'est toujours pas bonne pour Kering, hein. Donc attention, ne foncez pas non plus sur Kering en vous disant c'est à 280 euros, ça ira pas plus bas, c'est une opportunité de fou. Le deuxième semestre est annoncé pour ne pas être bon.
on aura le même résultat et des marges qui sont bien inférieures aux marges du deuxième semestre. Donc attention quand même sur Kering. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi donc voilà les marges H2 similaires au H1. Et enfin, ça par contre c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas moi j'interprète plutôt comme une bonne nouvelle, c'est ils ont réussi pardon à réduire les coûts dans certains postes jugés moins importants et à les réallouer dans des investissements organiques dans le réseau de distribution et les infrastructures. Donc ça va permettre après de soutenir la croissance et d'améliorer voilà, tout ce qui va être organique, vente. Donc ça c'est un bon point. On va passer maintenant sur LVMH, pardon. LVMH qui a délivré une copie assez faible, hein, on va pas se le cacher. Au niveau du revenu, on est à moins 1%. Pour le bénéfice opérationnel, on est à moins 8%. Et pour le bénéfice net, on est à moins 14, donc bon, c'est quand même plus tempéré que Kering, qui forcément Kering dépend énormément d'une seule maison et qui a une désirabilité assez faible, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est quand même une copie qui est assez décevante de la part de LVMH. Pour le coup, après voilà, les free cash flow sont les cash flows opérationnels sont améliorés vu qu'il y a eu un impact au niveau de la gestion des stocks. La gestion des stocks, c'est ce qui affecte globalement en fait à peu près tout le secteur du luxe et de la distribution en ce moment. Donc bon, au niveau du cash, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fait, en termes de revenus, voilà, il y a un problème. On sent bien que LVMH n'arrive plus à plaire autant qu'avant, alors que on va voir pour les deux prochains dossiers, le luxe n'est pas mort pour autant, hein, bien sûr. Il y a une partie du secteur qui est en berne, mais pourtant il y a quand même des entreprises qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc concernant voilà, les divisions, donc la partie vins et spiritueux, forcément avec l'impact en Chine, vu que les vins et spiritueux sont énormément représentés par la Chine, bah forcément ça diminue. En plus de ça, il y a des effets de change qui sont peut-être pas forcément favorables. Concernant la partie luxe, donc les parties, le textile et la mode, on est à moins 2%. C'est un secteur qui était quand même extrêmement important à la croissance de LVMH. Et là, bah, pour le coup, on passe dans le négatif. Au niveau des parfums, on est quand même plutôt positif. C'est quand même pas mal. Alors que les parfums, voilà, ça reste quand même assez cyclique. Tout comme les montres, pour le coup, bah là, les montres, elles, dévissent également. On est dans le négatif avec moins 5%. Et enfin, bah, ce qui sauve un peu le groupe, c'est bah, la partie retailing, notamment en fait, enfin, la distribution via Sephora. Donc bah, ça rejoint aussi un peu l'activité de parfumerie qui marche bien en ce moment et cosmétique. Donc voilà, là on a la partie Sephora qui permet de voilà, relativiser un peu les pertes subies dans les autres divisions, ce qui nous donne au final un résultat de moins 1% ou plus 2% ajusté du taux de change. Donc c'est quand même assez moyen pour un groupe qui nous avait habitué à une croissance à 2%. Je vous montrerai plus tard une citation pardon, de William Higgins qui a été republiée par Philippe Lucchesi, qui montre bien en fait la situation actuelle, ça m'a fait sourire. Et donc au niveau des zones géographiques, donc il y a une belle croissance en Europe et aux États-Unis et surtout une exceptionnelle croissance au Japon, ce qui est aussi le cas par exemple pour Kering. Donc voilà, une exceptionnelle croissance qui va permettre de relever les ventes du groupe. Malgré cela, ben, en fait, la Chine qui représente environ quelque chose comme 30-35% des ventes pour LVMH, ben, la Chine en fait plombe tous ses résultats et donc forcément ben, voilà, vous avez des ventes qui sont en fait entre négatifs et positifs, donc on va dire stable en prenant en compte ou non les effets de change. Voilà. Et enfin, pour l'outlook, donc les prévisions pour le deuxième semestre, ils vous disent que voilà, le contexte géopolitique et économique est encore incertain, que le groupe reste confident et va maintenir sa stratégie pour améliorer la désirabilité de sa marque et de continuer à designer des produits d'une excellente qualité. Donc voilà, en fait, ils vous disent que globalement, ils en savent absolument rien, qu'ils n'ont pas assez de prévision et de visibilité pour les prochains trimestres, en fait, comme globalement la plupart des acteurs du secteur. Pour les notes du conf call, donc c'est ça, voilà, c'est ce que j'ai noté. Ils n'ont aucune idée encore de comment va se passer le H2. Mais par contre, bah, l'avantage du coup, c'est que la base de comparaison sera plus favorable. Et ensuite, ils défendent que l'objectif, pardon, au deuxième semestre sera bah, bien sûr de défendre les marges qui ont diminué durant ce premier semestre. Enfin, pour la troisième entreprise, on va passer à Moncler. Donc, je préfère le préciser avant. Je suis actionnaire de Moncler. Bon, voilà, j'ai une petite ligne. Hein. J'ai 9 actions, j'ai environ 500 euros dessus. Moncler, bah, pour le coup, qui propose des résultats en positif.
Moncler qui propose quand même une excellente copie, hein, une excellente publication, bon, quand on prend quand même le contexte géopolitique et économique. Concernant du coup les ventes de Moncler, on est à plus 11% à taux de change actuel et plus 15% quand on ajuste le taux de change. Et pour Stone Island qui forcément justement voilà, a été acquise il y a quelques années, mais pour le coup Stone Island c'est quand même en termes de désirabilité bien moins fort que Moncler et donc forcément bah, ils subissent la cyclicité du secteur et donc voilà ils dévissent, ils prennent moins 6 et moins 5% en termes de vente, ce qui permet quand même au groupe d'afficher une très belle publication avec plus 8% en publié et plus 11% en ajusté. Donc voilà, c'est excellent. Et en plus de ça, donc notamment, on a une amélioration des ventes, mais en plus de ça, on a une forte augmentation des marges, ce qui permet de faire vraiment exploser les bénéfices opérationnels et nets. Ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû en fait à un recentrement, un recentrage des activités du wholesale, c'est-à-dire en gros la distribution dans les magasins, tout ce qui va être Galerie Lafayette, vers une approche qui est quand même un peu plus centrée vers le client, c'est-à-dire en gros l'expérience en magasin et qui en général permet d'attirer des clients plus aisés. Donc voilà, en fait, ça marche beaucoup mieux l'expérience en magasin et on a des meilleurs chiffres. Concernant donc les ventes géographiques pour la marque Moncler, encore une fois, en fait, là, c'est tous les trois, enfin, c'est les trois zones géographiques principales qui marchent bien, légèrement pénalisées par les Amériques qui affichent plus 7% en organique. On a du plus 12% pour l'Europe et enfin on a du plus 12% également pour l'Asie, mais qui est quand même assez fortement plombé par les effets de change, puisque quand on enlève les effets de change, on est à plus 19% des ventes. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de la force de Moncler, c'est-à-dire proposer des résultats d'une excellente qualité dans un contexte qui est quand même assez compliqué, voire très compliqué quand on prend en compte la Chine. Pour les revenus par channel, donc en gros wholesale versus vente en magasin, mais là c'est là aussi qu'on se rend compte la force du modèle de vente directement dans les magasins et qui sont beaucoup plus désirables pour le groupe, c'est qu'on a du plus 16% dans les ventes en magasin directement, alors que dans les magasins type Galerie Lafayette pour le wholesale, en fait on a du moins 7%, et ça c'est la stratégie du groupe, réussir à réaliser la plus grande partie pardon, de chiffre d'affaires grâce à travers pardon, les magasins détenus en propre et limiter au maximum la contribution du wholesale. Ça, c'est ce qui prévoit de faire, surtout pour la marque Stone Island, qui est encore assez peu connue et qui est surtout représentée par le wholesale. Pour la marque Stone Island, puisqu'on la rappelle en fait, Moncler c'est environ 80-85% de chiffre d'affaires de la marque Moncler et 10-15% de la marque Stone Island. Donc Stone Island, ben, en fait avec énormément de surprises, performe extrêmement bien en Asie, performe d'ailleurs mieux que Moncler, vu qu'elle a plus 20% à taux de change publié pardon, et plus 27% en taux de change constant, alors que pour les Amériques et l'Europe, ça dévisse complètement. On est à moins 12 et moins 22. Donc c'est quand même assez surprenant, mais pour le coup, voilà, elle arrive quand même à délivrer en Asie, c'est très très surprenant. Et donc ce qui nous donne au final donc bien les résultats de moins 6 et moins 5%. Et enfin, donc, on va passer au niveau des marges. Juste avant, voilà, on va faire un petit tour sur les ventes par channel. Là, on voit bien en fait que le wholesale pénalise complètement Moncler puisqu'on prend du moins 25%, alors que ben, en fait, directement en vente par magasin, on prend du plus 26%. Et donc, rappelez-vous, on a du plus 8% à taux de change actuel pour les chiffres d'affaires et on a des marges opérationnelles pardon, qui sont passées de 19,2 à 21%, ce qui nous donne en fait globalement un résultat EBIT de 258 face aux 217 millions, soit en gros une croissance de, je vais vous faire le calcul, ce qui nous donne en gros voilà, une croissance de 18,7% du bénéfice opérationnel et c'est encore soit une croissance du bénéfice opérationnel de 18,7% et le plus impressionnant c'est qu'elle arrive à faire encore mieux que une entreprise qu'on va voir juste après. Et enfin voilà, pour le bénéfice net c'est à peu près pareil, voilà, ils sont dans l'ordre des 15 à 20% de croissance. Concernant, voilà, je voulais quand même vous montrer une chose, c'était les flux de trésorerie. Voilà, je fais une présentation un peu plus longue pour Moncler forcément parce que je suis actionnaire, donc voilà, je vous présente un peu plus en détail l'entreprise. C'était au niveau, bah alors, déjà pour l'Outlook, pareil, ils disent que la situation est quand même assez compliquée, hein, forcément, avec les taux d'intérêt, la Chine, c'est compliqué pour tout le monde.
mais pour le coup, voilà, Moncler délivre quand même un peu mieux que les autres, donc ils vont continuer à investir dans leur organisation, dans leur salaire, dans leurs salariés et dans la désirabilité de l'entreprise, donc c'est-à-dire de la publicité, du marketing. Et donc enfin voilà, pour les flux de trésorerie, parce que peut-être certains vont aller plus loin dans l'analyse du dossier et vont se dire, il y a quelque chose qui cloche. Pour les flux opérationnels, les flux de trésorerie opérationnels, on a du 188 millions au premier semestre face aux 25 millions. Et en fait, vous regarderez, les dividendes payés sont de 303 millions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les dividendes sont bien supérieurs aux flux de trésorerie? Tout simplement déjà parce que les dividendes, eux, ils sont payés sur une base annuelle, c'est-à-dire qu'ils sont payés une fois par an, alors que là, du coup, on compare une base semi-annuelle, c'est-à-dire des semestres. Donc déjà, pour mettre à l'échelle, on devrait diviser par deux, ce qui nous donnerait déjà 150 millions de dividendes. Et en plus de ça, ben, en fait, la majorité des flux de trésorerie est réalisée durant le deuxième semestre, ce qui veut dire que en fait, votre chiffre, enfin, votre flux de trésorerie uniquement pris par semestre, en fait, il veut rien dire. Donc voilà, faut pas trop s'attarder non plus sur la lecture des flux de trésorerie sur une base semi-annuelle, semestrielle, pardon, puisque voilà, ça peut être affecté par plein de facteurs. Donc voilà, très belle publication de Moncler. Visiblement, le marché apprécie puisqu'on est à plus de 2% aujourd'hui, quelque chose comme ça. On va passer enfin sur la dernière publication, une entreprise qui est sûrement, je pense, la plus belle entreprise du luxe. Hermès, en plus de ça, une valeur française, donc c'est magnifique. Hermès, tout simplement, voilà, continue de délivrer dans une conjoncture qui est quand même particulièrement compliquée. On va regarder ça, donc une croissance à taux courant, c'est-à-dire en prenant en compte l'impact des taux de change de 12%, donc on est bien au-dessus de Moncler. On est à peu près au niveau de Brunello Cucinelli pour la comparaison. 12%, c'est quand même exceptionnel, hein. Pour rappel, LVMH faisait -1, là on est à plus 12%. Et à taux de change constant, on est à plus 15%, donc voilà, c'est vraiment exceptionnel, hein. On s'en rend pas compte, mais Hermès est une entreprise exceptionnelle. C'est là en fait justement qu'on se rend compte en fait du différentiel de valorisation entre d'une part LVMH qui se paye environ 22-23 fois les bénéfices et de l'autre côté Hermès qui se paye 50 fois les bénéfices. Mais en fait pourquoi elle se paye autant? Parce que dans une conjoncture pardon, qui est particulièrement morose, quand tous les acteurs se cassent la gueule et ont soit des chiffres nuls en croissance pardon, soit nuls, flat, ou soit négatifs, ben là Hermès vous propose du plus 15% de croissance. Donc voilà, c'est en fait tout ça se paye et en fait quand on regarde la valorisation, c'est en fait c'est justifié. Le PE de 50 est totalement justifié. Alors est-ce qu'il faut investir forcément sur Hermès actuellement au prix actuel? Voilà, c'est pas la question, mais on comprend davantage le PE de 50. Au niveau du résultat opérationnel courant, là on a une baisse de la marge opérationnelle courante. Ils l'ont dit en fait dans le conf call, en fait c'était exceptionnel l'an dernier, c'était pas ça allait pas durer, donc on a une diminution ou plutôt un retour à la normale de la marge opérationnelle. C'est pas ça qui est vraiment inquiétant. Et donc forcément, voilà, le bénéfice opérationnel et net trinque aussi, ce qui nous fait en gros une croissance du bénéfice net d'environ 8-9%, ce qui est encore une fois quand même assez important, alors que LVMH, elle, fait -14. Donc quand d'un côté vous avez un chiffre compris entre 7 et 10 pour Hermès et -14 pour LVMH, mais encore une fois, voilà, le différentiel de valorisation, il est tout à fait justifié. Concernant après voilà, la trésorerie nette et les cash flows disponibles, ça s'améliore très légèrement pour Hermès. À noter d'ailleurs que, contrairement par exemple à Moncler et à LVMH, Hermès pardon, avait des flux de trésorerie qui étaient globalement assez peu impactés du coup par la conjoncture au premier semestre 2023, puisqu'en fait on n'a quasiment aucune évolution, alors que pour autant le bénéfice net lui a quand même bien augmenté. Donc voilà en fait excellente publication de Hermès tout simplement. Hermès qui monte aujourd'hui. Je vous ai pas lu d'ailleurs les notes du conf call sur Moncler, donc ils s'attendent tout simplement à une hausse de la marge brute au H2, encore une fois grâce au DTC. Donc le DTC c'est le Direct to Consumer, donc directement vers les clients, on passe pas par des intermédiaires comme le wholesale. Et encore une fois, le fait de supprimer les intermédiaires, ça permet d'augmenter la désirabilité et donc d'augmenter les prix. Donc voilà, c'est un cercle vertueux pour Moncler qui vont réussir à augmenter notamment leur vente, mais également leur marge. Donc voilà, les bénéfices vont exploser au deuxième semestre pour Moncler. Pour Hermès, j'ai pas pris de note en fait, tout simplement parce qu'ils ont délivré une copie parfaite.
Je sais pas ce qu'on pouvait attendre de plus honnêtement de Hermès. Forcément, hein, on va pas délivrer du, plus 20, plus 30 quand on a une Chine qui est, paralysée, mais voilà, en fait, déjà du du 12 et du 15 c'est encore une fois exceptionnel. C'est exceptionnel. Pour finir, voilà, je vous ai mis, une citation donc de, William Higgins qui a été, republiée par, Philippe Lucchesi sur Twitter. C'était que on va peut-être redécouvrir que le luxe, c'est potentiellement assez cyclique. Voilà, en fait, c'est potentiellement assez cyclique pour la majorité des entreprises et en fait, beh, il y en a, surtout une seule qui arrive à se démarquer, c'est Hermès. Mais pour en fait, voilà, la majeure partie des actions, en fait, on s'est habitué, en fait, on a normalisé, les taux de croissance qui étaient juste exceptionnels durant, les, dernières années, hein. Je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a des taux de croissance exceptionnels. Rien que pour Kering par exemple, hein, et je prends même pas la plus belle hein, des valeurs du luxe, on est passé quand même de 10 milliards de ventes à 20 milliards en 2022, donc c'est-à-dire 5 ans plus tard, on a fait x2. Et je vous parle même pas de Hermès ni même LVMH qui ont fait encore mieux que ça. Donc il faut vraiment voilà, prendre en compte le fait que le luxe est assez cyclique. Forcément, c'est plus simple de dire ça maintenant, une fois que toutes les boîtes se sont cassées la gueule, mais il faut faire attention voilà, à l'avenir. Et encore une fois, pour Air Kering, je vous incite à être prudent si vous voulez vous positionner sur l'action, puisqu'ils l'ont dit, le deuxième semestre risque de pas être bon du tout, vu que les marges vont baisser et les ventes vont être globalement stables. Donc voilà, faites attention à Kering. Idéalement, voilà, moi c'est vrai que si je pouvais, j'achèterais du Hermès si on tombait sur les 1850, je vais essayer de vous mettre le graphe quelque part. Voilà, j'aimerais bien prendre du Hermès sur les 1850, voire en dessous. Bon, j'ai pas de cash pour l'instant, donc ça se ferait peut-être sur CTO via des actions fractionnées. Mais voilà, Hermès, en fait, ça monte tout le temps. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on peut jamais avoir un prix correct hors fin du monde. Donc Hermès, voilà, c'est vraiment la plus belle des valeurs du luxe. En fait, il y a quasiment rien à dire sur cette action. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Sinon, concernant donc les quatre publications du secteur, on l'a vu, en fait, Kering, c'est vraiment moche et ça risque de continuer à être moche. LVMH, il y aura probablement une très légère reprise au H2, sinon ça devrait être globalement stable. Et ensuite, ben voilà, Moncler et Hermès, on devrait avoir des chiffres qui continuent à être excellents pour le deuxième semestre. Je continue à être actionnaire sur Moncler. J'ai d'ailleurs renforcé voilà, ma position de 2 titres seulement hier, du coup, juste après les résultats. Voilà, c'était tout à peu près pour cette vidéo. Je vous ferai une vidéo prochainement pour parler de la chute que connaît le marché actuellement. Concernant le luxe, c'est probablement pas fini de baisser. On va voir comment ça se passe, vu que le momentum en ce moment, la tendance est vraiment horrible hein, sur le luxe. Donc on va voir comment ça se passe. C'était tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, salut!